Bonjour, bienvenue sur ce rendez-vous de la chaîne Comprendre le Monde, cette fois-ci en partenariat avec les étudiantes qui font le podcast Sur le toit du monde. Bonjour, merci beaucoup. Nous sommes deux étudiants et nous décryptons l'actualité chaque mois avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Cette semaine, c'est retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Quels sont les enjeux ? Donc on voulait revenir sur les dernières déclarations de Monsieur Trump, notamment vis-à-vis de ses voisins américains. Donc je pense notamment au Canada, au Groenland ou au canal du Panama. Donc on connaissait Monsieur Trump comme un isolationniste, peut-être comme un jacksonien, mais pas comme un impérialiste. Donc dans ce contexte, est-ce que vous voyez ces directives comme des réelles ambitions expansionnistes ou alors la simple mise en place d'un rapport de force avec ces différents États pour obtenir des gains financiers ou de matières premières par exemple ? Alors en fait, il n'est pas isolationniste, il est protectionniste. Il veut protéger le marché américain, les jobs américains, et donc c'est pour cela qu'il veut mettre des tarifs. Il a dit que tarif est le plus beau mot du dictionnaire. Mais et en même temps, vous avez raison de le dire, il est aussi impérialiste au sens où il veut imposer sa vision. Non pas de façon militaire, il ne veut pas se lancer dans une nouvelle guerre, mais il veut, en faisant peur par des menaces notamment économiques, faire céder ses voisins, ses partenaires. Ça marche déjà avec le Danemark, puisque, à propos du Groenland, le Premier ministre du Danemark a voulu envoyer un message en disant « mais attention, on est un ancien allié », etc. Donc c'est un message où le Premier ministre danois montre qu'il a peur. Et en fait, par rapport à Donald Trump, il faut surtout pas montrer qu'on a peur, parce que là, on a déjà perdu. Mais donc, effectivement, il veut faire peur pour obtenir des avantages. Alors, il sait qu'il n'obtiendra pas tout ce qu'il demande, mais déjà, s'il obtient une partie, il aura gagné, et on va voir comment cela va survenir. Mais je pense que par rapport à ce type de menace, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur et ne pas accepter tout, mais au contraire, résister. C'est la seule façon de se faire entendre auprès de Donald Trump. Donc, comme vous l'avez dit, Trump prévoit d'imposer des droits de douane stricts sur les produits entrant aux États-Unis. Dans quelle mesure l'Union européenne peut adapter sa politique économique et commerciale pour préserver la compétitivité de ses industries ? Pendant le premier mandat Trump avait déjà mis des tarifs sur certaines exportations. L'Europe avait répondu en disant « Ok, on va faire pareil sur les Harley Davidson et sur le whisky, le bourbon Jack Daniels, qui était en plus produit dans des États proches de Donald Trump. » Et donc, en fait, si on cède, on va être éparpillé façon Pulse. Mais si on a une réaction commune, parce que les négociations commerciales se déroulent au niveau des 27, en disant « Vous nous taxez, nous aussi on vous taxez ». Nous évitons de nous lancer dans une guerre commerciale dans laquelle il n'y aura que des perdants. On sait que les guerres commerciales ne font que des perdants. Mais donc le tout, ce qui a changé par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est entre le premier et le deuxième mandat Trump, c'est qu'il y a le sentiment en Europe d'un plus grand besoin de protection militaire américaine du fait de la guerre en Ukraine. Et qu'il est possible que certains pays européens aient moins envie de résister à Donald Trump en disant « mais il faut qu'on accepte ses demandes parce que c'est lui qui nous protège contre la Russie ». Ce qui change, il y a déjà ce besoin de protection contre la Russie lors du premier mandat, mais depuis la guerre en Ukraine, il est beaucoup plus fort. Donc il faudra voir, en fait, soit on réagit de façon commune, conjointe, on pourra résister à Donald Trump, il n'y a aucune raison, soit on réagit de façon éparpillée et on sera nous-mêmes éparpillés. Donc durant son premier mandat et aussi durant sa campagne présidentielle, Donald Trump a il a dit qu'il allait mettre en place une guerre commerciale contre la Chine. Donc dans ce contexte, est-ce qu'on peut penser que Taïwan deviendrait simplement une monnaie d'échange face à la Chine, notamment face à des intérêts financiers ou commerciaux par exemple ? Alors, en fait, il est certain, c'est que Donald Trump n'a pas la même vision de Taïwan que l'avait Biden. C'est pas une démocratie à défendre, parce que Trump n'a aucune envie de défendre les démocraties. Et donc, il sait aussi qu'une guerre, c'est quand même assez loin. Une guerre pour Taïwan, il n'a pas envie des guerres en général, et encore moins pour Taïwan, parce que finalement, c'est assez loin des États-Unis. Il n'est pas sûr de la gagner s'il y avait une guerre. Il voudra éviter ça. Est-ce que, effectivement, il laissera Taïwan à disposition? Il menace un peu Taïwan, parce qu'il voit aussi Taïwan comme un concurrent économique des États-Unis, notamment sur les microprocesseurs, mais en même temps, il n'a pas envie que la Chine continue à monter en puissance et efface les États-Unis du tableau de la suprématie mondiale. Et donc, il y a des sentiments un peu mêlés par rapport à cela, mais il n'y aura pas une défense affirmée de Taïwan. Ceci étant, cette défense très affirmée de la part des Américains avait conduit parfois à des maladresses qui avaient été critiquées, y compris par les alliés asiatiques des États-Unis, notamment lors du voyage de Nancy Pelosi, qui a été vécu non seulement par Pékin, mais également par les Coréens du Sud et voire les Japonais comme une provocation. Et à travers les prises de position d'Elon Musk et les changements de régulation chez Meta, que révèlent ces dynamiques sur le pouvoir des milliardaires sur les démocraties d'aujourd'hui ? Trump est milliardaire et il est entouré de milliardaires. Ce qui va aussi changer entre son premier et son deuxième mandat, c'est qu'au cours de son premier mandat, il était surpris par sa victoire. Il s'y attendait pas. Et donc, pour constituer une équipe, il a pris des gens qui étaient là dans l'élite du Parti républicain.
Là, les gens qui l'entourent, c'est que des proches, des gens qui lui sont totalement loyaux. Au cours de son premier mandat, il y a des gens qui étaient plus loyaux à la Constitution américaine qu'à Donald Trump. Aujourd'hui, il n'a que des gens qui sont plus loyaux à lui-même qu'à la Constitution américaine. Et il a surtout des milliardaires, parce que pour Trump, journaliste, prof d'université, c'est bullshit job. C'est vraiment pas des gens très intéressants qui ont réussi. Par contre, les milliardaires, c'est des doueurs, etc. Et donc, effectivement, et ces milliardaires qui viennent au pouvoir, ils ne viennent pas pour le bien de l'Amérique, etc. Il y aura des conflits d'intérêts. Ils viennent pour leur business, Elon Musk en étant le parfait symbole. Et effectivement, on peut craindre qu'il y ait des conflits d'intérêts et que les intérêts privés l'emportent très largement sur les intérêts, alors non seulement du monde, mais également les intérêts publics américains. Donc pour rebondir sur cette question de l'importance des milliardaires dans la politique américaine, on a vu naître durant la campagne américaine un couple entre Donald Trump et Elon Musk, mais on se demandait s'il n'y avait pas une possibilité de friction entre les deux hommes, notamment vis-à-vis de leurs intérêts qui sont divergents, notamment face à la Chine. Donc on sait que Donald Trump voulait mettre en place une guerre commerciale contre la Chine, alors qu'Elon Musk a des intérêts financiers dans le pays, notamment je pense aux usines Tesla qui sont présentes en Chine ou alors un potentiel rachat de TikTok. Oui, bien sûr, mais Trump est avant tout pragmatique. S'il obtient des concessions commerciales de la Chine, si la Chine augmente, ce qui était prévu d'ailleurs en 2020, la Chine devait acheter 200 milliards de produits agricoles, notamment de produits agricoles, pas seulement, américains. Et donc Trump, il acceptera ça. Mais par contre, vous mettez le point sur un autre sujet, c'est la guerre d'ego entre Musk et Trump. Qui a le plus gros ego? C'est vraiment très difficile à savoir. Pour l'instant, ils ont le programme commun de démolir l'Union européenne, pour démolir la régulation, notamment sur les géants numériques, que l'Union européenne met en place. Et Trump a déjà dit que l'Union européenne est un ennemi. Et Musk le pense, d'ailleurs on le voit, ses attaques en Allemagne, au Royaume-Uni et peut-être demain d'autres pays dont la France. Sur la Chine, il faudra voir si leurs intérêts sont divergents. Trump peut tenter d'avoir un deal avec les Chinois, s'il peut le présenter comme une victoire pour lui. Mais la différence, c'est que Musk apparaît comme un peu le faiseur de roi par rapport à Trump, un peu le rôle qu'avait Steve Bannon. Steve Bannon, dans ce premier mandat, était l'homme qui murmurait à l'oreille de Trump, qui lui influençait son programme. Il a été lourdé comme un malpropre peu de temps après, mais Trump ne pourra pas virer Elon Musk parce que Elon Musk restera toujours le patron de Tesla, le patron de X, peut-être demain de TikTok et aussi de Starlink. Donc c'est un milliardaire qui existera toujours. Donc Trump va devoir quand même, pour l'instant ils s'entendent très bien. On verra s'il y a une bataille d'ego, mais ils s'entendent très bien. Ils ont ce programme commun de démolir la régulation de l'Union européenne. Pour revenir à la guerre en Ukraine, quelles seraient les conséquences pour l'Ukraine et plus largement pour l'Europe si Trump arrêtait tous les financements militaires, budgétaires à l'Ukraine ? Pour l'Ukraine, ça sera évidemment une catastrophe qui est déjà un peu anticipée, puisque Zelensky, qui ne voulait pas négocier avec Poutine, qui ne voulait pas parler de concessions territoriales, a dit qu'il pouvait y penser de façon provisoire. Donc il a changé. Le Zelensky d'avant le 5 novembre, c'était quelqu'un qui disait « Il n'y aura pas de paix tant que je n'aurai pas récupéré tous les territoires que j'ai perdus, non seulement depuis 2022, mais y compris depuis 2014. » Ce n'est plus même Zelensky qui a anticipé l'arrêt de l'aide, parce que pour Trump, l'Ukraine, c'est une affaire des Européens. Lui, le danger à la frontière, il est au Mexique, il n'est pas à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que les Européens pourront se substituer à l'aide américaine ? Partiellement, mais pas entièrement. Est-ce qu'ils auront la volonté? Partiellement, mais pas entièrement. Est-ce que les combats vont cesser? Le paradoxe, c'est que la guerre peut continuer très longtemps. L'Ukraine ne pourra jamais la gagner. Et que quelque part, Trump, et je ne suis pas devenu Trumpiste, mais Trump fait preuve de pragmatisme, autant arrêter la guerre. Une fois encore, la guerre peut se poursuivre des mois et des mois. Il y a 30 millions d'Ukrainiens, 35 millions peut-être, encore en Ukraine, 30 millions, et il y a 140 millions de Russes. Donc les Ukrainiens ne pourront pas récupérer tous les territoires. Donc peut-être qu'il faut l'arrêter. Le problème est de savoir quelle garantie de sécurité on donne à l'Ukraine pour le jour d'après. Encore une fois, donc dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a vu récemment la signature d'un partenariat sécuritaire entre le Royaume-Uni et l'Ukraine, et plus globalement une augmentation des budgets de défense des armées européennes. Donc dans ce cadre, est-ce qu'on peut imaginer une évolution de l'interdépendance, et notamment de la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, notamment dans le domaine de l'industrie, mais aussi de l'armement ? Alors, Zelensky a demandé à Davos qu'il y ait 200 000 soldats qui soient stationnés en Ukraine pour le jour d'après. Il y aura aucun soldat américain. De toute façon, Biden ne voulait pas, il y a encore moins Trump. Donc, mais il y aura pas de 100 000 soldats européens, on les a pas. C'est vrai qu'il y a aussi l'injonction, vous y faites allusion, de Trump que les pays européens poussent leur budget. La demande était à 2%, maintenant c'est 5%. Évidemment, aucun pays européen n'en a les moyens.
On voit déjà les déficits publics, les problèmes économiques à l'Allemagne, etc. Mais c'est une façon de dire acheter plus d'armes aux États-Unis. C'est la demande, et certains pays européens un peu apeurés pourraient se dire il faut qu'on s'attire les bonnes grâces de Trump, sinon il va nous quitter, il va nous laisser nus face à la menace russe, donc on va acheter plus d'armes, etc. Et donc il y a tout cela qui est en jeu. Il faudra voir si l'Europe est capable de s'organiser ou si elle reste dans cette dépendance en partie volontaire face aux États-Unis. C'est un enjeu majeur. Une fois encore, la différence entre le premier mandat Trump et le deuxième, c'est que lors du premier mandat Trump, l'Europe commençait à s'organiser. Madame Merkel, le président Macron disait, voilà, l'autonomie stratégique européenne. Là, les deux sont affaiblis. Enfin, Merkel n'est plus là. Scholz a des élections dans 1 mois et demi. Et l'Allemagne et la France sont eux-mêmes affaiblis pour des problèmes économiques et pour des problèmes de politique intérieure. Donc, il y a moins cette force européenne pour faire face aux défis Trump. Et sinon, comment est-ce que vous évaluez l'impact des soldats nord-coréens en Ukraine? Alors, symboliquement, il est extrêmement important. Parce qu'il y a un pays asiatique qui participe à une guerre en Europe. On n'a pas vu ça depuis les guerres mondiales, et bon, donc c'est pas du tout, c'est tout à fait nouveau. Maintenant, en termes de nombre, ça fait pas grand-chose. Ça fait pas grand-chose parce que, vu le nombre de morts, on ne sait pas trop, mais enfin, apparemment, il y a quand même entre 500 et 1000 morts par jour, on ne sait pas trop. Ce qui était plus fondamental dans l'aide nord-coréenne, c'est les munitions et les missiles et les obus, qui ont permis à la Russie de reprendre l'avantage par rapport à l'Ukraine. Et aussi, cet envoi de soldats nord-coréens montre qu'il n'y a pas une alliance aussi parfaite que cela entre Pékin et Moscou, puisque les Chinois sont plutôt furieux de l'envoi de Nord-Coréens en Ukraine, dans la mesure où ça donne un motif, une raison pour que les Sud-Coréens et les Japonais se rapprochent encore plus des États-Unis et que les Américains déploient un peu plus de force dans la région. Donc ça ne fait pas du tout les affaires des Chinois, mais on voit qu'il y a une sorte d'alliance à trois. On pourrait ajouter la Corée du Nord. À la Corée du Nord, on pourrait rajouter l'Iran. Et donc 2 pays qui sont un peu diabolisés par l'Occident et qui viennent aider militairement un pays qui est lui-même coupé de l'Occident. Vis-à-vis maintenant du Moyen-Orient, comment évaluez-vous le récent cessez-le-feu entre le Hamas et le gouvernement israélien, et plus largement la politique de Trump vis-à-vis de Gaza? On se souvient notamment durant son premier mandat que les accords d'Abraham avaient été signés avec certains pays du Golfe mais aussi du Maghreb pour stabiliser cette région. Oui. Alors Trump a obtenu quelque chose que Biden n'avait pas pu obtenir, c'est l'accord de cessez-le-feu et l'accord de paix, les échanges, etc. Biden avait proposé ce même plan en mai 2024 sans qu'il ait été accepté par Netanyahou. En même temps, Trump a promis à Netanyahou que si le Hamas ne respectait pas cet accord, il donnerait tous les moyens à Israël pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et puis là, il vient de faire une déclaration disant qu'il fallait faire le ménage à Gaza. Pour reconstruire, le ménage, c'est un nettoyage ethnique. Parce que si les Gazaouis partent de Gaza, ça risque de ne pas être provisoire. Ceux qui ont quitté leur territoire, leur maison en 48, n'y sont jamais revenus. Et donc on voit bien qu'il y a un tropisme pro-israélien très net. Et en même temps, par rapport à la question fondamentale que vous avez soulevée, là aussi il y a un changement entre Trump 1 et Trump 2. Ce changement, c'est l'Arabie Saoudite. Puisque MBS a changé, notamment depuis le 7 octobre et les suites, la riposte israélienne, et il est impossible pour Mohamed El-Salman, qui est le véritable leader de l'Arabie Saoudite, d'accepter un rapprochement avec Israël tant qu'il n'y a pas une véritable perspective de paix et donc de création d'un État palestinien. Donc MBS sait qu'il a besoin, que ça serait bien pour lui d'avoir un accord avec Israël, mais il sait qu'il ne peut pas l'avoir sans la perspective d'un État palestinien. Et donc les accords d'Abraham qui ont fait la paix et on met de côté la question palestinienne a été possible lors du premier mandat. Il n'est pas possible à l'heure actuelle avec l'Arabie Saoudite. Mais justement, pour rebondir là-dessus, vous pensez que ça va donner quoi à la politique de Trump au Proche-Moyen-Orient vis-à-vis des monarchies du Golfe, mais aussi avec l'Iran? Alors vis-à-vis des marchés du Golfe, ça sera embrassons-nous Folleville. Il a demandé à ce que les Saoudiens investissent. Faut pas oublier que l'Arabie Saoudite a investi 2 milliards dans le fonds d'investissement de son gendre Jared Kushner. Ça crée des liens. Et les Saoudiens ont promis d'investir 500 milliards sur les 4 prochaines années aux États-Unis. Dans son premier mandat, le premier voyage que Donald Trump a fait, ça a été en Arabie Saoudite. D'habitude, un président américain, son premier voyage, c'est le Canada ou le Mexique, en haut ou en bas. Nixon lui avait été en France, c'était pour voir le général de Gaulle. Ça risque plus de survenir. Mais donc il y a des liens très forts avec les Saoudiens, des liens aussi très forts avec les autres pays du Golfe. Par rapport à l'Iran, est-ce que dans son ambition de faire un grand deal et profitant d'un Iran affaibli, il veut faire un accord?
qui soit plus musclé que le premier. En fait, le premier accord nucléaire avec l'Iran, il avait surtout pour défaut d'avoir été réalisé par Obama, ce qui était inacceptable pour Donald Trump. Si un accord qui porte son nom, il sera tout à fait d'accord. Et les Iraniens, eux, se demandent s'ils doivent accélérer leur programme nucléaire pour sanctuariser leur territoire par rapport à Israël, ou si ça serait le déclenchement. Mais en tous les cas, Trump a dit qu'il ne permettrait pas à l'Iran d'aller vers l'arme nucléaire. Alors, mais il ne veut pas non plus faire la guerre. Donc peut-être que la négociation s'impose. Vis-à-vis à présent de la montée de puissances bellicistes, mais aussi l'émergence de nombreux conflits, notamment en Ukraine, à Gaza, mais aussi au Soudan, au Congo, est-ce qu'on peut parler de la fin de la diplomatie initiée après la Seconde Guerre mondiale et l'enterrement définitif de la puissance coercitive de l'ONU ? Alors, la puissance coercitive de l'ONU, elle s'est réalisée 2 fois contre la Corée du Nord après l'invasion de la Corée du Sud, et surtout contre l'Irak après l'invasion et l'annexion du Koweït. Ça a été la seule exception, parce que Gorbatchev avait voté contre son allié irakien en voulant mettre en avant effectivement un nouvel ordre mondial dans lequel l'ONU serait le délégataire de la sécurité et que force reste au droit et non pas force reste à la force. On en est loin, effectivement, les rêves de tout cela, parce qu'il y a des rivalités entre les États. C'est pas tellement le droit de veto en tant que tel, c'est la rivalité entre États. Il n'y aurait pas d'ONU s'il n'y avait pas de droit de veto. Donc effectivement, on voit bien, et vous parlez de multiplication des conflits, effectivement, ils se multiplient en ce moment, et l'ONU n'a pas tellement de prise, tout simplement parce que Pékin, Moscou, Washington et les autres sont divisés sur les solutions et que par rapport au chaos ambiant, certains, les seigneurs de guerre, se disent au Soudan, on va profiter de ce brouillard pour, etc. Donc effectivement, il y a un délitement de la sécurité internationale. Et donc face à la montée en puissance des États-Unis, de la Chine, de la Russie et dans une moindre mesure de l'Iran, est-ce qu'on peut parler d'un retour des empires ? Je suis pas sûr que l'Iran veut créer un empire perse, ni que Erdogan veut créer un empire ottoman, et que, alors bon, mais il y a en tous les cas des politiques de force, et des politiques qui sont unilatérales, et des pays qui estiment que la force peut l'emporter sur le droit, et que le système international n'est pas tant à prendre en considération que cela, et que finalement, comme chacun fait un peu ce qu'il veut, et qu'il n'y a pas trop de sanctions, parce qu'il est difficile de se mettre d'accord sur les sanctions, et que quand elles existent, elles peuvent être contournées, CF, les sanctions sur la Russie, on peut se débrouiller comme ça, et que pourquoi s'embêter à respecter le droit international si on est le seul à le faire, ou l'un des seuls à le faire, et que les autres le violent. Donc effectivement, là aussi, on arrive à ce délitement du système international que l'on évoquait tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup pour ce tout nouveau rendez-vous, et je vous donne rendez-vous dans un mois. Merci beaucoup.